Hey, bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On va poursuivre sur notre petite série bench, test, perf, intitulez-le comme vous souhaitez, c'est pas un souci. On avait installé donc dans la première vidéo un uploader donc pour stocker des fichiers parqués sur un bucket S3 on va dire, mais plutôt un container Swift plus exactement. Et derrière, on avait installé dans la vidéo précédente un inserter en mode mono-thread, mono-processus derrière, et on avait vu que finalement notre cluster ClickHouse n'avait pas grand chose à faire puisqu'il attendait finalement les requêtes, tout simplement. Donc on va voir aujourd'hui comment on fait du coup pour pousser un peu plus loin dans ces retranchements quand même notre cluster ClickHouse. Pour ça on va utiliser multiprocessing de Python, donc jingle, et c'est parti. C'est parti, donc du coup, on avait fait lors de la dernière vidéo 200 000 insertions par seconde, donc c'était notre premier use case, hein, c'était vraiment la mise en place des choses, et on avait vu que finalement notre cluster ClickHouse n'avait pas grand chose à réaliser. Donc on a un cluster ClickHouse, un Zookeeper derrière, hein, donc ce schéma-là hein, finalement, et donc on utilise un inserter qui envoie des fichiers, quoi, pas des fichiers mais des lignes plus exactement, batchés par lot de 100 000 sur notre cluster ClickHouse. Donc du coup il n'envoie pas assez, et pour résoudre ce problème là, déjà dans un premier temps, ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser la librairie multiprocessing de Python qui permet de créer un pool et qui va faire en sorte qu'au niveau de notre inserter on utilise beaucoup plus les CPU qui sont à notre disposition. Donc pour faire ça c'est très simple, vous pouvez aller dans le lien qui est dans la description de la vidéo si vous souhaitez essayer de suivre un petit peu les choses. Alors moi j'ai tout recréé hein, depuis la dernière vidéo, donc ça va permettre de revoir un peu les choses. Donc si on regarde dans cette petite note, c'est les évolutions qu'on doit faire par rapport à notre fichier qu'on a réalisé précédemment. Donc si on se place ici, première évolution qu'on doit faire, ou en tout cas qui est préférable de faire, c'est de prévoir qu'on va configurer le nombre, on va qualifier ça de workers, c'est-à-dire le nombre de processus qui vont tourner en parallèle. L'idéal c'est d'essayer de coupler un peu par rapport au nombre de CPU, ça c'est vraiment variable un petit peu suivant les cas de figure. Derrière, donc nous, première chose, oui quand même, on va quand même importer la librairie, hop, ici, multiprocessing, bah, elle était déjà présente, certainement un petit reliquat de test. Ensuite, on va donc s'intéresser à la configuration de notre inserter. Donc vous voyez, dans notre fichier de configuration, on cumule un petit peu les différentes configurations. On avait le scrapper ou le uploader, on a le ClickHouse, et derrière, donc là c'est vraiment on va dire quelque part la documentation, hein. Donc on va avoir notre inserter. Notre inserter, nous, j'ai mis la configuration, donc là, dans le fichier de config, il est comme ceci exactement, il est en inserter workers 8, donc du coup je vous montre pas le fichier de config parce qu'il y a des secrets dedans, simplement. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément qu'il faut faire, c'est faire évoluer ici notre configuration, la prise en compte, le chargement de cette configuration. Donc, pour gagner un peu de temps, je fais des copier-coller à chaque fois, même s'il n'y a pas grand chose. Hop là. Il n'y a pas grand chose à reprendre. Donc on va juste rajouter une ligne hein, finalement qui va dire que dans notre fichier YAML, ici, hein, on va récupérer dans la clé inserter, cette nouvelle clé qu'on vient de créer, le nombre de workers. On pourrait avoir d'autres paramètres de configuration. Nous pour l'instant on se limite à ça et ça crée une variable qui s'appelle inserter workers. Et ça c'est important parce qu'on va pouvoir l'utiliser à la fin. Alors comment fonctionnent les pools? Donc on va garder ce qu'on avait précédemment. Donc nous on va s'intéresser à remplacer ces deux lignes-ci aujourd'hui. La ligne précédente, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait les fichiers de la liste toProcess, souvenez-vous, on compare ce qui est présent sur le S3 avec ce qu'on a inséré en base, et on confronte les deux et on se dit, ah ok, il y a tel fichier qui a déjà été géré, et tel autre fichier qui n'a pas été géré, donc du coup on va les processer. Et on les prend finalement à la suite, un à un, et on joue une fonction qui s'appelle insertion, qu'on a créée déjà préalablement, hein, et on lui passe le nom du fichier en question. Alors ça c'est assez cool, parce c'est comme si on avait déjà pensé le truc à l'avance. C'est un peu bizarre, hein, vous me direz, mais oui, effectivement, derrière le multiprocessing, il fonctionne de la manière suivante, vous allez voir, et c'est un petit peu comme une sorte de boucle hein, finalement. Ça s'appelle un pool. Hop là, je vais pas copier.
j'ai pas dû copier, voilà. Donc ça fonctionne sous forme de pool qui pourrait être assimilable à une sorte de boucle. Cette boucle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, bah ok, j'instancie un pool à partir d'un nombre de workers. Ça va être le nombre de processus, plus exactement de la fonction qu'on veut lancer en parallèle. La fonction, ça tombe bien, nous on en a une qui est déjà prévue pour, c'est la fonction insertion. Et la fonction insertion, on va lui passer une liste, et donc ce pool, ce qu'il va avoir, c'est la fonction d'un côté, la liste à traiter, et c'est lui-même, à partir du nombre de workers qu'on va lui mentionner, qui va être capable de dire, ok, je vais prendre X éléments dans ma liste, et je les passe à chaque fois donc dans une fonction en ajoutant le paramètre qui va bien à cette fonction. Donc ça c'est cool. Ça ressemble vraiment, hein, pour le coup, à un process un petit peu sous forme de boucle. En tout cas, c'est un peu plus facile à comprendre de cette manière-là. En plus exactement, c'est une map, mais c'est un petit peu différent. Mais voilà. Donc là, une fois qu'on a fait ça, bah ça y est, on a préparé notre parallélisme. Moi, les workers ici, donc ça fait référence à notre fichier de configuration, on est à 8. La liste to process, on l'a bien ici. Et la fonction insertion, c'est ce qu'on a déjà prévu à côté. Donc là, maintenant, il ne nous reste plus qu'à installer tout ça sur notre inserter. Donc notre inserter, on va lui copier ces éléments-là. On va faire un SCP 2. Alors, il nous faut quasiment tout, en fait. Hein. On va prendre tout, voilà. Et on va mettre tout sur notre inserter, voilà. Donc à côté, on va se mettre un petit terminal avec le inserter, voilà, comme ceci. Et donc, on va vérifier qu'on a bien nos fichiers, parfait. On va faire un chmod +x de l'inserter, mais il faut que je remette en place, de toute façon, notre machine est neuve, en fait. Hein. Donc, on va faire un sudo apt install de make de python 3 -pip de python 3 -vnv virtualenv. Voilà, comme ceci. Donc c'est parti. Ensuite, on va jouer notre make vnv et notre make install. Donc le make vnv fait juste en sorte d'avoir un répertoire qui s'appelle vnv et qui va nous permettre d'activer notre virtual environnement, donc qui contient donc les librairies et la version de Python que l'on souhaite lancer. Alors, si on voulait aller un petit poil plus au bout, hein, c'est que notre code inserter ici n'est pas prévu pour s'adapter. Ah bah si, il est prévu, pardon. Bah voilà, il est prévu puisqu'on s'adapte à l'env en question. Donc voilà, j'allais dire une bêtise. Donc là, on va faire un make vnv, comme ceci. Donc là, on va avoir notre répertoire vnv dedans. Toc, vnv est là. On va faire un make install. Donc là, il va installer les libs qui sont dans le fichier requirements, ni plus ni moins. Et une fois qu'on a fait ça, bah on est prêt à relancer notre test. Donc on était, souvenez-vous, 200 000 insertions par seconde. On va voir un petit peu ce qui s'y passe. Je vais prendre un petit coup avant. Voilà, à votre santé. Donc maintenant, bah, on va sourcer, soit on le fait comme ceci, soit comme ceci, on a le choix. Donc on va faire un source de vnv bin activate, hein, classique en virtual env de Python. Et là, on va pouvoir lancer donc notre inserter directement. J'oublie rien, je ne pense pas. Voilà, donc là il est parti. Et à la grosse différence qu'on avait lors de la vidéo précédente, souvenez-vous, on avait vraiment les logs qui sortaient pour un seul fichier à la fois. Bah là, vous voyez qu'on a une imbrication, c'est-à-dire on a du 7, du 1, on doit retrouver certainement d'autres, ou on va retrouver d'autres à côté. Donc du coup, ça s'imbrique comme ceci, ça veut dire vraiment qu'il est en train de prendre différents fichiers à la fois, vous voyez, sur 2012, sur 2011, etc. Il n'y a pas d'ordre dans les logs, puisque vraiment il les prend au fur et à mesure. En plus, on a des fichiers qui sont de taille potentiellement différentes, donc du coup, forcément, ça va avoir besoin de coïncider comme il faut. À côté, pendant que ça charge un petit peu, on va pouvoir se mettre sur un ClickHouse 1, par exemple, comme ceci, et on va faire un ClickHouse client user password comme ceci. Password plutôt comme ça, voilà. Hop. Voilà. Là on va se mettre dans la database taxi. Voilà. Et voilà. Donc là on peut faire d'ailleurs directement un select point étoile from trips comme ceci. Voilà.
hop, le count. Voilà, donc là, vous voyez qu'il est déjà en train de récupérer des lignes. Il est déjà à 58 millions quand même. Donc ça va, il a l'air de tourner pas mal, notre pépère. Donc on va voir ce qui s'y passe. Donc première chose, nous ce qu'on veut voir, c'est un petit peu les chiffres. Alors, qu'est-ce qui s'y passe? Pour l'instant, on dirait que les métriques sont pas encore remontées. Donc on va attendre un petit peu. Hop, on va peut-être rafraîchir la page. Hop. Voilà, donc nos métriques sont remontées. Alors là, attention. Vous voyez bien, lors de la vidéo précédente, on n'avait pas ce phénomène-là qui s'est passé. Alors j'ai adapté, je sais pas si vous aviez remarqué, mais j'avais une petite coquille dans le paramétrage de la table. Là, je l'ai modifié. Donc là, ce qui se passe, c'est que les deux serveurs prennent finalement des requêtes d'insertion. Donc ce qu'il faut faire, c'est cumuler les deux, finalement. Donc là, on est à 602 000 d'un côté, et 299 000 de l'autre. Ça veut dire qu'on est grosso modo à 900 000 insertions par seconde, ce qui est plutôt pas mal finalement. Derrière, qu'est-ce qui s'y passe? Si on regarde notre inserter, lui, il est en train de tourner, et bien sûr, il utilise beaucoup mieux le CPU, CCPU, c'est vCPU plus précisément, désolé si je fais des abus de langage par moment, c'est vCPU, que ce qu'on avait lors de la vidéo précédente. Alors il va faire des vaguelettes, tantôt à la hausse, tantôt à la baisse. C'est normal puisqu'en fait, souvenez-vous, donc là on a 8 fichiers qui sont traités en parallèle, mais tantôt il va avoir un fichier qui se termine plus vite qu'un autre, voire 2 à la fois. Donc du coup il va être obligé de télécharger, mais pendant ce temps-là, du coup il utilise très peu son CPU, du coup il envoie moins de requêtes d'insertion vers ClickHouse, etc. Donc on va avoir des vaguelettes, ça c'est inévitable, on va dire quasiment. Donc ça c'est une première chose. On a toujours donc nos performances du coup qui vont suivre un petit peu ces vaguelettes, tantôt à la hausse, tantôt à la baisse. Et derrière, donc du coup, on va voir notre ClickHouse cette fois-ci qui évolue un petit peu. On s'aperçoit que là, en l'occurrence, notre ClickHouse, il commence à travailler un peu plus que lors de la vidéo précédente. Souvenez-vous, la vidéo précédente, il était vraiment rase-moquette, entre guillemets. Il avait peu de choses à réaliser. Et là, on voit beaucoup plus de rouge apparaître ici. Alors le rouge, qu'est-ce qui signifie? Busy IO Wait. Ça veut dire que tout simplement, nos CPU sont en train d'attendre. Alors ça, on peut le vérifier aussi. Alors on va le faire comme ça, peut-être ouvrir une autre fenêtre. Nos CPU, si on fait ici un top, ça va suffire. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici WA, ça veut dire qu'il fait de l'IO wait, donc je le répète, mais c'est une autre manière de l'apprécier. On pourrait le voir aussi avec de l'IO stat, on pourrait le voir aussi avec du VM stat, enfin, il y a différentes manières de le voir. Et ce qu'on voit aussi, c'est ici un D, ici. Ça signifie quoi? Alors, le wait, le D, etc., ça signifie simplement que nos CPU sont dans en tout cas dans des périodes d'attente liées à des tâches ininterruptibles. Tâches ininterruptibles, c'est par exemple des attentes réseau, par exemple, si le réseau fournit pas assez d'éléments, mais c'est aussi les attentes de disque, alors que ce soit en lecture ou en écriture finalement. Et là, dans notre cas de figure, c'est vraiment de l'écriture. Donc ce qui se passe, c'est qu'on envoie beaucoup de requêtes, nos CPU sont prêts à les traiter, mais derrière le disque, en tout cas l'écriture sur les SSD ne va pas suffisamment assez vite pour pouvoir suivre. Et pour pouvoir utiliser au mieux nos CPU, et finalement faire en sorte que le point de contention soit finalement les vCPU en question. Donc ça on le voit comme ceci principalement. Il y a d'autres éléments aussi qui permettraient de s'en apercevoir un petit peu également. Donc là vous voyez, c'est vraiment un des facteurs limitants qu'on va retrouver ici. Alors pour compenser ça, on a une solution. C'est qu'en fait, si on regarde tout simplement, donc là on va rafraîchir, si on regarde les disques qui sont utilisés par nos instances ClickHouse, donc si on se rend dans les volumes ici, les volumes, voilà, et qu'on regarde ce qu'on a mis sur nos volumes ClickHouse, alors le 1, le 2, peu importe, vous voyez qu'ici on est en CEF1 perf1. Donc si on gratouille un petit peu, on se dit tiens, CEF1 perf1. Derrière ce qu'on peut faire, hop, zut, si on clique sur créer un volume par exemple, Infomaniac nous dit tout simplement, eh bien écoute, le CEF1 perf1, alors ils ont 3 niveaux, nous on a accès qu'à 2, ça sert à rien qu'on essaye d'avoir accès à 3, l'objectif c'est pas non plus de taper des requêtes de folie.
C'est vraiment de cheminer au fur et à mesure et essayer de voir un petit peu comment réagir. Donc là, le CEF1 perf1 permet de bénéficier de 500 IOPS, donc des entrées et sorties à hauteur de 500 opérations par seconde, soit 200 mégabytes par seconde. Donc là, finalement, ce qu'on peut vérifier éventuellement, alors à chaque fois, je recherche le bon graphe sur ClickHouse, voilà. Hop, on doit le retrouver en nombre d'opérations. Ici, pourquoi je suis aussi haut que ça? Je devrais pas être... Alors sinon, on va le retrouver au niveau système. À chaque fois, je galère et je confonds les deux. Alors, on va le retrouver au niveau de storage disk ici. Voilà. Donc ici, on voit que notre SDB ici est à 392 entrées-sorties. Donc derrière, ça veut dire simplement que voilà, on commence à atteindre quasiment le maximum possible. Donc ça, c'est une bonne information. Ensuite, il y a la latence des I/O. Alors je ne sais plus où elle est. Forcément, c'est pas le moment où je vais le retrouver. Qui est finalement le temps d'attente pour que les événements soient écrits sur disque. Et très rapidement, quand on a des temps d'attente trop importants, du coup, ça a un impact forcément important sur sur la performance de notre moteur de base de données. Alors, je ne sais pas si on l'a, cette latence. Normalement, on l'a forcément quelque part, parce qu'entre Node Exporter et ClickHouse, normalement, elle ressort. Storage File System, non. Bon, c'est pas grave. Normalement, on a ces éléments-là. Là, on a des discards. Alors, on voit que ça augmente, c'est pas forcément très bon. Hein. Time spent, voilà, for doing I/O. Donc, du coup, on voit que finalement, voilà, il passe du temps à attendre. C'est ce que ça signifie, quoi, en gros. Donc très bien, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui se passe? Alors on peut faire une amélioration. Ça va prendre quelques minutes. Alors ce qu'on va faire, on va rester, donc on va déjà noter notre premier chiffre ici, qui est donc du coup, alors je sais pas à combien on est en ce moment. Voilà, toc, on va noter notre chiffre, qui est celui de ClickHouse. Donc il faut cumuler les deux. On est toujours à peu près à 900 000 par seconde. Ici, hop, voilà, on va mettre 900 000. Et là, on est en multiprocessé. Je vais supprimer ça. Et ici, on va mentionner quand même le nombre de workers, parce que c'est quand même une indication qui est assez importante. Donc là, on est à 8, en fait. Si on regarde en particulier l'inserter, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que quand même, au niveau ici de notre CPU, on commence à l'utiliser pas mal. Donc on sent quand même que si on règle nos petits problèmes d'IOPS, on va retomber sur une problématique de CPU. Donc ce qu'on peut faire, on va se retrouver dans quelques minutes, c'est que, dans quelques secondes, même pour vous, même moins que ça j'espère, je vais augmenter le nombre de CPU sur l'inserter, ça se fait à chaud, on va dire, et en même temps, je vais recréer le cluster ClickHouse, c'est très rapide avec Terraform et Ansible, mais on va pas le faire en direct de manière à ce que vous attendiez pas trop longtemps, en changeant les perfs et en passant donc sur du perf 2, puisque là donc du coup on est à 500 IOPS. Si je le passe en perf 2, on va passer à 1000 IOPS, donc du coup on va doubler, ce qui est plutôt assez intéressant. Donc on se retrouve tout de suite dans quelques secondes. Donc voilà, l'installation de ClickHouse est en train de se terminer tout de suite avec du Ansible, du Terraform, tout ce qui va bien. Quelques lignes juste ont été changées. Donc il a terminé. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai aussi, au passage, comme je vous l'ai mentionné, on sentait qu'au niveau du worker, on commençait à taper un peu plus dans le CPU. Donc en prévision 2, j'ai augmenté le nombre de vCPU. On est passé à 12. À côté, j'ai fait ce qu'on a constaté tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est passé en perf 2, hein, donc on va aller juste checker ici les volumes pour vérifier s'ils ont bien été modifiés. Alors, j'ai rafraîchi. Oui, j'ai rafraîchi. Voilà, donc on est bien passé en perf 2 ici. On a nos métriques qui, voilà, donc là elles vont avoir un trou, mais elles vont commencer à arriver. Donc on va juste attendre quelques secondes pour être sûr de ne pas manquer notre créneau de test. Notre inserter est prêt à envoyer ce qu'il faut.
Et donc derrière ici, alors on est passé du coup à 12 vCPU. Ce qu'on peut faire, décidément j'appuie à chaque fois sur sauvegarder, ce qu'on peut faire c'est changer tout simplement le nombre de workers au passage. Alors on peut repartir sur le même nombre de workers, et puis on fera évoluer un petit peu tout à l'heure, juste en finissant la vidéo. Donc l'inserter, le ClickHouse, on peut se connecter dessus. Voilà, on va faire un click house-client-user xavkey-password. Hop, voilà. Voilà. On va faire un use taxi. Alors je sais pas pourquoi à chaque fois je fais ça, et ça date depuis la nuit des temps, ça fait 10 ans que je fais comme ça. Au lieu de taper directement select et count étoile from taxi.trips, au lieu de se rendre à chaque fois dedans et de se dire ah mais mince je suis pas dedans ou je suis dedans, etc. Ce qui est quand même pas forcément le plus efficace. Mais c'est comme ça m'est resté depuis un bon bout de temps. Donc on est dans la database taxi, donc en fait voilà, c'est ça qu'on pourrait faire, trips, ceci, et là voilà, on est à 0, puisqu'en fait on a tout cleané. Derrière, donc le point très important, on a fait du multiprocessing. On va revenir quand même un moment sur ce principe de multiprocessing. Derrière, si on regarde, pourquoi a-t-il été permis ce multiprocessing? Souvenez-vous, dans la deuxième vidéo, quand on a créé l'inserter, on a créé une table d'état. Donc on avait notre inserter, on va dire I1 par exemple, comme LAN, I1, I1. On a également donc cette fameuse table d'état, donc state underscore inserter, hein, n'est-ce pas, quoi, inserter, voilà, c'est le nom de notre table. Et derrière, dans cette table d'état, ce qui se passe quand un fichier a besoin de travailler, c'est qu'il regarde sur le S3. Une fois qu'il a regardé sur le S3, il fait OK, je prends le premier fichier qu'on me donne, je le traite et je l'écris dans la table d'état. Donc là, on va l'appeler par exemple ici, ce fichier-là, on va avoir F1. Donc là, quand il est tout seul, il a F1. Quand il a terminé F1, lui, qu'est-ce qui se passe? Il se dit, ok, je prends ma liste, 173 fichiers, je prends le premier qui s'appelle F1, je regarde dans ma table d'abord. Ah, mais dans ma table, F1 a déjà été traité. C'est pas grave, du coup, je vais prendre F2 et je vais noter F2 ici. Hop. Donc c'est ce qu'il fait en permanence quand il était en monoprocessé. Ça, c'est un phénomène qui est d'autant plus important. Donc là, parce que du coup, si on kill, si on tue l'inserter et si on veut reprendre là où on en était, du coup, on va reprendre là où on en était, modulo l'état du fichier, hein, les lignes dans le fichier, etc., sur lequel on n'est pas à ce degré de finesse. Mais derrière, l'autre intérêt, c'est que si, imaginons qu'on ait une liste de fichiers comme ceci, et que désormais on veut faire du multiprocessing, donc ce qu'on fait à l'heure actuelle, hein, depuis le début de cette vidéo, et bien derrière, qu'est-ce qui se passe? Imaginons que j'ai un autre process, I2, donc ça peut être soit sur une autre machine, soit lancer 2 fois le même programme dans la même machine, soit utiliser le multiprocessing tel qu'on fait nous, c'est-à-dire lancer un seul programme et c'est lui qui va gérer le truc. Donc là, qu'est-ce qui se passe? I1 prend F1. I2, du coup, lui, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ok, je vais prendre... il prend la même liste. Disons que là, c'est dans le multiprocessing, donc du coup, forcément, il prendra pas F1, il prendra F2. Ok? Donc, il prend F2. Et puis, F1 a terminé son travail. Donc, qu'est-ce qu'il fait, lui? Du coup, il revient dans cette liste. Il fait, F1 a été traité. F2, il est en cours de traitement. Il est comme s'il était traité. Du coup, je vais prendre F3. Et puis, I2, lui, a terminé, donc du coup, il refait le même process, il dit, F1 a été traité, F2 a été traité, F3 a été traité, donc du coup, je prends F4. Ainsi de suite. Donc ça, c'est notre table d'état, state inserter, qu'on regarde quasiment pas depuis le début, mais voilà ce principe qui est quand même assez important à avoir en tête. Il y a différentes manières de le faire, hein. On peut le faire aussi en mémoire partagée, etc. Nous, on l'a fait assez simplement avec la table qui est également hébergée sur ClickHouse. On relance du coup notre inserter. Donc là, pour l'instant, on est resté en worker 8, c'est-à-dire normalement à peu près la même chose que ce qu'on avait précédemment, avec quelques petites facilités. Les IRQ réseau, etc. bénéficient quand même, eux, de l'amélioration des 4 vCPU supplémentaires. Derrière, donc,
il est reparti notre inserteur, donc on va le voir qu'il va, il va décoller un petit peu ici. Et notre ClickHouse aussi va décoller. Donc du coup, on peut aussi regarder donc, notre count ici, étoile, donc c'est parti. Donc là, il a déjà traité 10 millions de lignes. Donc rappelons que dans le fichier, il y a 1,5 milliard de lignes, hein, donc ça laisse quoi. C'est là aussi, c'est assez intéressant d'avoir un jeu assez complet parce qu'on voit que tout de suite, si j'avais que quelques millions, finalement, j'aurais même pas le temps d'apprécier les choses, de voir un peu ce qui s'y passe, etc. Donc là, c'est parti, vous voyez. Au niveau réseau, ce qui est important aussi à noter, c'est la courbe au niveau réseau, hein, qui augmente au fur et à mesure qu'on ait plus de workers à gérer. Ce qui veut dire aussi qu'au niveau réseau, on a plus d'IRQ, hein, donc c'est les interrupts liés au réseau. Derrière, ça veut dire que pour traiter ces éléments-là, il faut aussi des cycles CPU. Donc on le verra au fur et à mesure. Normalement, c'est la petite courbe jaune qu'on voit ici, qui non, c'est pas celle-ci, c'est une autre, qui à un moment, normalement, peut potentiellement prendre aussi beaucoup de place. Donc là, il est parti. On est à 400 000. Donc tout à l'heure, on était comment? On était à 900 000 ici, avec 8 workers. Et on est passé en perf 2 hein, maintenant, donc on est bien en perf 2. On est à 8, comme ceci. On regarde. Alors là, vous voyez, hein, dans son mode de travail, là, a priori, ClickHouse, il est parti sur... il n'y a qu'une machine qui prend les requêtes à l'heure actuelle. Bon, ça va être plus facile pour nous de faire la somme, hein, finalement. Donc qu'est-ce qui s'y passe si on regarde un petit peu ses performances? Bah là déjà on atteint les mêmes performances qu'on avait tout à l'heure, sauf que si vous voyez encore le bouquet là, on avait du rouge. Donc souvenez-vous le fameux IO weight, donc là qui a disparu pour le moment, parce que du coup voilà, on a de meilleures performances disques. Et là vous voyez qu'on est passé maintenant à 900 000, mais avec un peu plus de facilité. Alors attention, on est resté aussi sur le même nombre de workers, donc du coup potentiellement, si ce qui est possible et ce qui est en train de se passer a priori, c'est qu'on reste sur un volume assez stable qui est à 900 000 écritures par seconde. Finalement, la même chose à peu près que ce qu'on avait, un petit peu plus, mais vraiment, c'est pas la peine de le mentionner. On est à 900 000 toujours. Toujours nos petits décrochages de fichiers tels qu'on l'avait précédemment. Mais derrière, si on regarde ici au niveau de notre inserteur, maintenant on a de la marge. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir taper un petit peu plus fort. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, donc là il va faire ses vagues, hein, ne vous inquiétez pas, ça veut dire que potentiellement on est quand même capable de traiter ce qui est ici. D'autant plus que si on regarde ici, on n'a pas de rouge, donc on n'a pas de difficulté avec les IOPS à ce niveau-là. Une autre manière de le voir également, alors il faut à chaque fois que je recherche, où est-ce qu'ils sont voilà, ici, on est à 500 IOPS par seconde. Souvenez-vous, on a le droit à aller, on peut aller taper jusqu'à du 1000. Donc du coup, ça veut dire qu'on a quand même de la marge au niveau ClickHouse. Donc on rebalance la difficulté, finalement, l'évolution de notre performance sur notre inserteur. Donc ce qu'on va faire, on va se rendre sur notre inserteur ici, on va le stopper. Pas grave, il redémarrera là où il en est. Et on va modifier notre fichier de config. Je ne vous le montre pas volontairement. Mais sur les workers, je suis en train de placer, donc on a dit qu'on avait mis 12 CPU, alors je vais même mettre, allez, on va forcer un petit peu, on va mettre 15 par exemple, worker, et hop, voilà. Donc on le relance, alors on va regarder combien on a de millions, qu'on ne soit pas non plus... On a 173 millions, ça va, on a largement de quoi voir venir devant nous. Hop, et donc on relance notre inserteur, donc là c'est parti, on va paralléliser un petit peu plus, on est parti pour 15, donc du coup on va mettre juste ça dans notre tableau ici. Donc c'est important quand on fait des tests de pouvoir avoir un suivi, alors pas de cette manière-là bien sûr, avec des vrais tableaux, éventuellement des copies d'écran des graphes que l'on a, etc. pour avoir vraiment l'historique du déroulé des choses, parce que parfois on peut s'emballer un petit peu de se dire ah ouais tiens je vais gagner en performance, donc on va aller directement aux choses, on va rien noter, et quand on va recasser les choses, etc. bah finalement on va passer à côté, alors j'ai fait n'importe quoi, on va passer à côté du truc, on va plus se souvenir, et c'est dommage parce que du coup le test c'est comme si alors je vais pas dire on n'avait rien fait, mais on passe vraiment à côté de l'exercice, on n'a plus eu de recul, et pour présenter ça ensuite à d'autres personnes, même à soi-même, avoir un historique, c'est quand même dommage. Donc là il est parti, alors là c'est l'inserteur qui fait du rouge, c'est normal, hein, il utilise son disque lui aussi, mais ça a un impact beaucoup plus modéré
quasiment pas significatif vis-à-vis de l'exercice. Donc là, on voit que la carte réseau, hein, voilà, on tape un petit peu plus dessus. À chaque fois, on voit ici que ça augmente gentiment. Hop, je vérifie un truc. Ouais, ça va. Donc derrière, on va avoir donc notre ClickHouse qui va commencer à prendre de la charge un petit peu plus. Un petit peu plus de rouge aussi, en tout cas, on sent que ça travaille peut-être un peu plus. Donc on va regarder un petit peu ce qui s'y passe ici. Donc là, on est déjà passé à 1 290 000 insertions par seconde, là, pour l'instant. Alors on va voir, il va sûrement faire un petit peu ses petites vaguelettes habituelles. Quoi qu'il n'a pas l'air d'avoir terminé, donc il est passé à 1,5 million. Donc là, on sent déjà qu'on est sur quelque chose qui va beaucoup plus fort que ce qu'on avait précédemment. Derrière, qu'est-ce qui se repasse? Ça, c'est intéressant. Heureusement, ça se déroule comme ça, parce que ça va permettre de préparer la prochaine vidéo. On voit que, oui, on a obtenu nos performances, et que le fait d'avoir augmenté notre inserteur, alors à chaque fois, bien sûr, on court l'un après l'autre, après avoir amélioré notre inserteur, finalement, on retrouve notre I/O weight au niveau de notre cluster ClickHouse. Alors, on va vérifier juste les performances, hein, elles sont pas moches non plus, hein, 1 770 000. On va se les noter, on va attendre 2 secondes avant de les noter. Et donc là, du coup, quand on connaît pas trop, on va se dire, mais comment je peux améliorer du coup ces performances 10 parce que je suis au taquet. Alors, première option, on va voir notre hébergeur, notre fournisseur, où on achète du matériel éventuellement, si on est sur machine physique, et on va augmenter les IOPS d'une manière ou d'une autre. La manière, donc soit le fournisseur, là on a du perf3, potentiellement on va mettre du perf3, ok. Nous, on va dire c'est pas le cas, là j'ai pas envie de faire la demande non plus. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va stripper les disques en question. C'est-à-dire que sur ClickHouse 1, on n'a qu'un seul disque à l'heure actuelle. Ce qu'on va faire, on aura 2 disques et on va les utiliser en parallèle de manière à pouvoir accumuler les performances de l'un et de l'autre. Et on fera pareil bien sûr sur ClickHouse 2. Donc ça c'est l'objet de la prochaine vidéo. À noter que ce n'est pas anodin de faire ça, puisque nous on va être sur du RAID 0, du coup de fait, c'est ce qu'on appelle du RAID 0, hein, la capacité à paralléliser les deux, on verra ça dans la prochaine vidéo. Et donc derrière, ça veut dire que comme on le fait au niveau applicatif, on va aussi prendre un peu de CPU pour faire ça. C'est non négligeable hein, quand même, c'est pas non plus un truc de fou furieux, mais c'est là où aussi avoir des machines physiques peut simplifier les choses, puisque quand on a des machines physiques, généralement, ou en tout cas assez souvent, on a ce qu'on appelle un contrôleur RAID ou un contrôleur disque qui va permettre de gérer lui-même la partie RAID, donc le RAID 0 en l'occurrence là, et ce qui va permettre de faire finalement un peu de l'offload, c'est-à-dire éviter d'utiliser le CPU qui est dédié habituellement au système et celui de la machine, mais utiliser les propres ressources du contrôleur de la carte en question. Donc ça, c'est assez pratique. Là, du coup, on va noter notre petite performance, où est-ce qu'on en est. Alors, on va prendre celui-ci, tiens, voilà, 1 700 000, voilà. Donc, on est à 1 700 000 avec ça. C'est plutôt pas mal, hein, quand même. Hop, voilà. Derrière, du coup, on verra dans la prochaine vidéo comment on va essayer d'aller gratouiller encore un peu plus les choses. Je pense que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à en parler autour de vous. J'espère qu'en tout cas, si vous débutez, je pense que ça peut être des choses assez intéressantes. J'espère qu'on apprend ça dans les écoles un petit peu. En tout cas, c'est quelque chose qui est très très pratique, notamment cet aspect d'évolution. Hein. C'est pas tant la technicité du truc, c'est plus l'aspect de se dire, tiens, on va augmenter telle chose, ça va avoir telle incidence, on corrige, finalement on a autre chose, etc. On évolue au fur et à mesure du temps. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur rejoindre si vous soutenez mon travail, soutenir la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous.